Pierre-Alexandre Anglade, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, vous dirigez donc la campagne de Valérie Ayé. Vous êtes aussi député, vous représentez les Français de l'étranger, les Français du Benelux. Hier, Valérie Ayé a connu une mésaventure, elle a été piégée par des militants d'ultra-droite néo-nazis. Comment ça s'est passé exactement ? Ça s'est passé comme souvent avec l'extrême droite, c'est-à-dire que Valérie Ayé, qui se promenait dans les rues de Paris un dimanche après-midi tranquillement, a été interpellée par 4 individus qui lui ont réclamé une photo. Elle n'a pas vu ce qui était inscrit sur leurs vêtements. Elle a, comme à chaque fois, accepté de faire la photo. Ils ont ensuite publié cette photo sur les réseaux sociaux qui ont commencé à tourner sur des réseaux d'extrême droite. Donc, au fond, ce sont les manœuvres indignes de l'extrême droite, des néo-nazis, de toutes celles et ceux qui aujourd'hui prospèrent dans notre pays. On a vu des manifestations il y a 48 heures en France qu'on ne pensait plus voir dans notre pays. Cette manifestation était interdite par la préfecture, elle a été rétablie par la justice. Vous le déplorez ? Oui, je le déplore. Je le déplore parce que les défilés d'extrême droite n'ont rien à faire dans les rues de France. Il y a déjà suffisamment de troubles et de tensions dans notre pays en ce moment pour qu'on s'ajoute des difficultés supplémentaires avec l'extrême droite la plus rance et la plus abjecte qui soit. Et on le voit aussi en Italie, on le voit dans plusieurs pays européens. Et donc il y a une lame de fond nationaliste, identitaire, populiste extrêmement inquiétante en France et en Europe. Et donc il faut la combattre de toutes nos forces. Ce qui était inscrit sur l'un des vêtements portés par ces gens, c'était The White Race, la race blanche. Certains sur les réseaux sociaux disent que ça se voyait quand même. Est-ce que la candidate a été naïve ? Vous savez, Christophe Barbier, vous êtes une personnalité publique, les responsables politiques le sont aussi. Nous sommes régulièrement arrêtés dans la rue par des personnes que nous ne connaissons pas. Nous acceptons de prendre des photos par bienséance et par gentillesse et par ouverture. On ne regarde pas toujours ce qui est inscrit sur les vêtements des uns et des autres. Elle n'a pas vu, elle s'est faite piéger. Et derrière, l'extrême droite a essayé d'instrumentaliser cette photo. Et donc, il faut plutôt défendre Valérie Ayé et s'indigner des méthodes de l'extrême droite plutôt que d'essayer de faire une mauvaise polémique sur les tenues de ces personnes. Est-ce que vous pensez que les oppositions à Valérie Ayé, ses concurrents, vont exploiter cela ou est-ce que vous avez réussi à endiguer cela ? En tout cas, ce que je sais, c'est que dans l'ensemble des familles politiques françaises, cela est arrivé à beaucoup de personnalités. C'est pas la première fois que quelqu'un se fait prendre en photo avec des personnes peu fréquentables, et c'est le peu de le dire, en l'occurrence, ce sont des néo-nazis. Et donc, je ne crois pas que les autres le feront. En tout cas, s'ils le feraient, ce ne serait pas extrêmement malin, parce que ça peut arriver à beaucoup de monde. On a tout fait pour essayer d'endiguer ce retour de l'ultra-droite néo-nazie, des dissolutions de groupes, des interdictions de manifestations. On a l'impression que c'est vain. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut continuer. Il faut continuer à dissoudre à chaque fois qu'un groupuscule menace l'ordre public. Ça a été le cas de manière régulière depuis 2017, notamment sous l'impulsion, et encore plus récemment sous l'impulsion de Gérald Darmanin. Donc il faut continuer à les dissoudre, à les combattre, à mener un travail de renseignement, parce que l'ultra-gauche menace le pays, on le voit régulièrement, mais l'ultra-droite est de plus en plus présente, avec parfois des projets dangereux pour la société. Donc il faut continuer à les traquer et à les dissoudre à chaque fois que c'est possible. L'autre polémique du week-end, c'était autour de l'Eurovision. LFI, la gauche radicale, demandant l'exclusion de la candidate israélienne. Comment vous avez interprété cette manœuvre de la gauche radicale ? Bon, moi d'abord, je voudrais dire que j'étais profondément choqué par ce qui s'est passé ce week-end à Malmö. La manière dont Eden Golan a été traité est profondément indigne et je crois devrait heurter la conscience et la sensibilité de chacune et chacun d'entre nous. Parce que derrière les attaques contre Eden Golan, il y a d'abord et avant tout la haine d'Israël. Et derrière la haine d'Israël, la haine des Juifs. Et cette ferveur étrange à laquelle on a assisté à Malmö ce week-end, c'est cette même ferveur que l'on retrouve dans les campus américains, que l'on retrouve à Sciences Po. Et je trouve cela extrêmement inquiétant. Et donc, moi, je condamne ce qui s'est passé autour d'Eden Golan et je lui apporte évidemment tout mon soutien. Et je m'inquiète de cette ferveur étrange qui habite le monde et qu'on ne retrouve pas pour d'autres conflits de la planète. Vous voyez, moi, je ne vois pas les mêmes mouvements pour les Ouïghours, pour les Ukrainiens qui sont martyrisés, par les Russes, par l'Arménie. Et donc, il y a quelque chose de bien étrange derrière tout cela. Et je pense qu'il faut le dire. C'est quelque chose d'étrange, c'est la haine des Juifs, c'est la haine d'Israël. Le vote du public a propulsé de la 12e à la 5e place la candidate israélienne. Peut-être que les opinions profondes ne se trompent pas. Non, les opinions ne se trompent pas, mais il y a quand même une lame de fond et un mouvement qu'on ne peut pas ignorer dans nos sociétés. Ce que je vous disais, des États-Unis jusqu'en France. Et cela est extrêmement inquiétant parce qu'ils sont soutenus par des formations politiques. Vous évoquiez la France insoumise qui porte une très lourde responsabilité dans notre pays, dans ce regain d'antisémitisme auquel nous assistons depuis les attentats effroyables du 7 octobre dernier. Et moi, je trouve que les déclarations qui ont été celles encore des responsables insoumis ces derniers jours sont profondément indignes. Mais ils sont au fond indignes depuis le 7 octobre, quand ils ont qualifié
les attaques barbares perpétrées par le Hamas d'actes de résistance. Ça n'a rien à voir avec de la résistance, c'est du terrorisme pur et dur dans tout ce qu'il y a de plus abject. L'offensive de l'armée israélienne se poursuit à Rafah. La France, les États-Unis continuent à faire pression pour qu'elle s'arrête. Vous êtes solidaire de cette position du gouvernement? Vous pensez que c'est ce qu'il faut tenir comme position? Je crois d'abord qu'il faut toujours réaffirmer le soutien indéfectible à Israël et son droit absolu à se défendre. Parce qu'il ne faut pas oublier d'où partent les opérations menées par Tsahal que nous connaissons depuis maintenant 6 mois. Ça part depuis l'attentat terroriste vraisemblablement le plus effroyable qu'un pays ait eu à connaître depuis de très nombreuses années, à savoir les attentats perpétrés par le Hamas. Depuis lors, Israël a le droit de se défendre, mais Israël doit évidemment toujours le faire dans le respect du droit international. Et moi, ce que je souhaite, en ligne avec la position constante de la diplomatie française, c'est que nous arrivions à un cessez-le-feu qui soit durable pour permettre l'apaisement et puis pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, parce que nous voyons bien que la situation devient là aussi intenable. Et donc l'opération de Rafah, avec tout ce qu'elle emporte de danger, de déplacement de population, est évidemment à proscrire et à éviter. Dans 4 semaines, nous aurons voté pour les élections européennes. Ça sera le 9 juin. Quand vous regardez l'état des sondages, quel est votre but aujourd'hui? Vous continuez à penser pouvoir rattraper le Rassemblement national? Nous voulons faire le score le plus élevé possible, parce qu'au fond, ce qui se joue le 9 juin prochain, c'est pas forcément l'avenir du gouvernement ou de la majorité comme Jordan Bardella le souhaiterait, se pensant déjà Premier ministre à la place du Premier ministre. Ce qui se joue, c'est au fond de savoir ce que nous allons choisir comme Europe pour les 5, 10, 15 prochaines années, à un moment donné où les défis qui sont devant nous sont des défis globaux, extrêmement importants et qui exigent une réponse unie, soudée, à 27. Et donc nous voulons faire le score le plus haut possible pour pouvoir porter cette volonté d'Europe puissance incarnée par le président de la République depuis 2017. Et depuis 2017, la France change l'Europe. Et donc nous voulons aller plus loin, plus fort sur ce sujet. Et c'est ça qui est en jeu, au fond. C'est pas de savoir si le Rassemblement national ou qui que ce soit sera devant ou très loin devant. C'est un signe quand même de colère des Français, d'angoisse, d'inquiétude. Oui, mais on a besoin d'avoir la liste pro-européenne que nous sommes, qui soit le plus haut possible, parce que c'est d'abord la capacité à continuer à transformer l'Europe. C'est la place de la France aussi qui se joue dans cette élection. Parce qu'évidemment, Emmanuel Macron est le leader politique de l'Europe, mais cette liste qu'il soutient a besoin de faire le meilleur score possible s'il veut continuer à impulser en Europe et être le leader politique qu'il est aujourd'hui. Donc c'est tout ça qui se joue. Être dépassé par la liste Glucksmann, ça ne vous inquiète pas, avec une espèce de gauche non mélenchoniste qui se regrouperait? Moi, je pense qu'il y a un malentendu sur ce qu'est la liste Glucksmann. Moi, je considère que la liste Glucksmann est une liste d'insincérité, parce qu'en réalité, derrière les grands discours européens de Raphaël Glucksmann, à chaque fois qu'il a fallu voter les textes importants de la législature au Parlement européen, les textes un petit peu structurants, M. Glucksmann a calé, que ce soit sur le pacte asile et immigration, que ce soit sur le plan de relance qui est venu soutenir nos artisans, nos commerçants, nos TPE, nos PME, nos agriculteurs, il ne l'a pas voté. Le renforcement d'Europol, la loi climat, tous les grands textes du mandat, il ne les a pas votés. Et par ailleurs, sa liste, vous me dites une liste non mélenchoniste. Mais sa liste, elle est peuplée d'apparatchiks de la NUPES, d'hommes et de femmes qui, au printemps 2022, au moment des législatives, sont venus faire le pied de grue devant le QG de Jean-Luc Mélenchon pour obtenir une place aux législatives. Et donc en 2022, ils étaient Mélenchon parce que c'était à la mode, mais Mélenchon était déjà celui qu'on connaît aujourd'hui. Puis aujourd'hui, ils le sont un petit peu moins parce que Mélenchon serait devenu infréquentable. Je pense qu'il ne faut pas être dupe de ce qu'est cette liste. Moi, je considère que c'est la liste de l'insincérité. Dans ce combat pour la campagne européenne, le débat Attal-Bardella, attendu pour le 23 mai, peut vous être utile? Ou ça va au contraire nationaliser encore le scrutin? Non, moi je souhaite que le Premier ministre s'engage avec le plus de force possible dans la campagne, parce que c'est d'abord le chef de la majorité, la majorité la plus européenne de la Ve République, et donc c'est son rôle aussi de mener campagne et de mener la bataille, et il le fait. Il sera d'ailleurs ce soir en réunion publique à Lyon avec Valérie Ayé, et moi je considère que Gabriel Attal est un atout dans cette campagne, et donc on a besoin aussi d'avoir le chef du gouvernement qui va mener le combat contre Jordan Bardella, contre le Rassemblement national, contre son projet d'effacement et de délitement de l'Union européenne. Un débat Macron-Le Pen a été envisagé. L'Élysée disait tiens, pourquoi pas? Puis Marine Le Pen a répondu hier, elle a dit elle veut bien, mais après le 9 juin. Oui, peut-être qu'elle est embêtée sur les sujets europééens et qu'elle souhaite repousser l'échéance. Écoutez, je ne sais pas. Ça, je laisserai le chef de l'État et sa concurrente le décider le moment venu s'il souhaite le faire. En tout état de cause, Emmanuel Macron est celui qui a remis l'Europe au cœur du débat politique national, celui qui a refait de l'Europe un enjeu prégnant de notre vie politique, celui qui transforme l'Europe depuis 2017, et je sais qu'il a encore beaucoup de choses à dire aux Françaises et aux Français sur le sujet européen. Ce qui se passe en Ukraine avec une armée russe qui avance, ça va jouer aussi dans la campagne?
Ça nous démontre que toutes celles et ceux qui nous avaient dit que l'armée russe en avait plus sous le pied se sont trompés. Et qu'en réalité, chacune des secondes que nous perdons à débattre si oui ou non nous devons fournir des armes à l'Ukraine offre à Vladimir Poutine un répit pour reconstituer ses forces et ensuite mener la contre-offensive. Et donc toutes celles et ceux qui au fond plaident pour une forme de cessez-le-feu en Ukraine en nous disant que Vladimir Poutine bien s'arrêterait là, ce qui se passe aujourd'hui autour de Kharkiv nous montre que c'est exactement l'inverse. Vladimir Poutine ne s'arrêtera pas là, il va poursuivre son offensive et Vladimir Poutine est une menace pour la sécurité de tous les Européens et tous les Européens doivent continuer les livraisons d'armes, les augmenter, les accélérer pour défaire le tyran russe. Livraison d'armes, voire plus, dit le président. Envoi de troupes s'il le faut, dit-il toujours. Moi, je considère que le président de la République a raison de réintroduire une forme d'ambiguïté dans le débat ukrainien, puisque depuis 2 ans, nous avions fixé nos lignes rouges et à chaque fois, Vladimir Poutine les a dépassées sans que rien ne se passe. Et donc, je pense que c'est nécessaire de dire à celui qui n'exclut rien que nous n'excluons rien, nous non plus. Et dans ce contexte-là, dire que tout est sur la table et que tout est envisageable et que nous ne laisserons pas l'Europe et l'Ukraine se laisser martyriser comme il l'entend. Dans cette campagne, comme directeur de campagne, vous avez tapé du poing sur la table pour que les ministres et les parlementaires se mobilisent. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'ils ont répondu à l'appel? Oui, et le Premier ministre, c'est d'abord le Premier ministre qui a battu le rappel il y a 15 jours dans ce qu'on appelle le comité politique de campagne. Et oui, les ministres étaient très largement, même quasiment tous, mobilisés ce week-end pour militer, tracter, organiser des réunions publiques autour du 9 mai, qui est la date de la fête de l'Europe. Nous, parlementaires aussi, vous savez, on a organisé plus de 600 réunions publiques depuis le début de cette campagne. Et je le disais, le projet européen, c'est un pilier, un fondement de ce projet, de cette majorité politique qui s'est réunie autour d'Emmanuel Macron. Et donc maintenant, nous y allons tous au combat pour faire le meilleur score possible. Cette majorité, elle retournera devant les urnes après les européennes ou à l'automne. Comme député, vous voyez venir une dissolution? Ça, je ne sais pas dire ce que sera l'avenir. Certains le souhaitent, disent ça va clarifier. Oui, mais vous savez, moi je me méfie de ce genre de débat parce que derrière, vous ne savez pas ce qui peut vous arriver. Alors certes, nous sommes dans une majorité relative, ce qui est parfois un peu inconfortable parce que vous devez essayer de construire avec des oppositions qui, elles, ne veulent pas construire. Mais en attendant, le pays, il avance. Et regardez aujourd'hui, c'est Toulouse France, c'est 15 milliards d'investissements qui vont venir dans le pays, qui vont créer des dizaines, des centaines d'emplois, des milliers d'emplois. On rouvre aujourd'hui en France plus d'usines que nous n'en fermons. On crée plus d'emplois industriels que nous n'en créions autrefois. Et donc la France, elle avance en dépit des difficultés politiques. Pierre-Alexandre Anglade, merci et bonne journée. Merci à vous. Merci beaucoup Christophe, on vous retrouvera demain matin à 7h45. Votre invité sera le président des Républicains, Éric Ciotti. Radio J, retrouvez le Barbier du matin.